sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you... Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée au MACD aujourd'hui. Alors on va commencer par, comme les Bollinger, définir l'indicateur, comment il se construit et quels sont les différents éléments constitutifs du MACD, qu'on peut appeler MACD. Et puis on parlera de l'interprétation de l'indicateur, à savoir les croisements et les divergences. Alors première partie, définition de l'indicateur. Alors, désolé pour l'accent, j'ai suffisamment de fierté d'être français pour ne pas faire comme dans certaines vidéos style les moving average, etc. Donc je dirais avec un sublime franglais, donc le moving average convergence and divergence, MACD, est un indicateur de momentum, c'est-à-dire un indicateur qui montre la vitesse d'évolution du prix et son sens, son orientation. Et ce n'est rien d'autre. Alors le MACD, comment s'obtient le MACD? Elle s'obtient en soustrayant une moyenne mobile courte à une moyenne mobile longue. Alors voilà à quoi ressemble le MACD. Donc on a la courbe noire qui va monter, descendre. Il y a la ligne au milieu qui est la ligne 0. Et je vous ai mis deux moyennes mobiles sur le prix. Une moyenne mobile exponentielle à 12 périodes et une moyenne mobile exponentielle à 26 périodes. Alors vous remarquez par exemple dans cette zone, l'écart entre les deux moyennes mobiles, donc la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue, correspond en fait à la valeur du MACD, puisque la formule du MACD c'est moyenne mobile courte, donc bleu, moins moyenne mobile longue, donc rose. Donc là on a les deux moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, donc on a la moyenne mobile courte qui est en dessous de la moyenne mobile rose, donc le MACD sera bien évidemment dans son territoire négatif. Ensuite, lorsque l'on a un croisement des moyennes mobiles, comme on peut le voir ici, là, le MACD passe de son territoire positif à un territoire négatif. D'accord ? Donc si le MACD est au-dessus de 0, ça veut dire que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, ou en tout cas que la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue. Donc comme on l'a vu dans la leçon sur les moyennes mobiles, ça peut pouvoir signifier une tendance haussière ou baissière. Donc le MACD, sous sa ligne 0 ou au-dessus de chez ligne 0, peut vous indiquer les croisements des deux moyennes mobiles. Et puis ensuite, l'orientation du MACD, donc s'il est, ça on en parlera après, s'il est donc baissier ou s'il est haussier, quand il est haussier ça veut dire que les moyennes mobiles se rapprochent, quand il est baissier c'est à dire que les moyennes mobiles s'écartent. Donc voilà comment on construit bêtement le MACD. Alors mais c'est pas tout, puisque le MACD est composé de deux courbes en fait et d'un histogramme. Alors que sont ces courbes et que sont ces histogrammes? Donc la courbe du MACD, c'est donc comme on l'a vu la différence des deux moyennes mobiles, donc c'est la courbe en noir, et la ligne signal du MACD, donc ici c'est la courbe bleue, c'est tout simplement la moyenne mobile du MACD. C'est-à-dire qu'on peut faire des moyennes mobiles sur le prix, mais on peut aussi faire des moyennes mobiles sur les indicateurs, et notamment ici un MACD. Donc en gros on va lisser le MACD. Et l'histogramme, qu'on appelle également l'oscillateur du MACD, que vous retrouverez du coup sur MetaTrader 4 sous le nom OSMA, c'est tout simplement la différence entre le MACD et sa moyenne. Alors je ne sais pas si vous faites la liaison. Donc le MACD c'est la différence entre deux moyennes mobiles, et l'oscillateur du MACD c'est la différence entre le MACD et sa moyenne mobile. Donc en fait l'oscillateur du MACD c'est le MACD du MACD. D'accord, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc regardez un exemple. Quand ici, donc regardez là c'est surligné, enfin mis en highlight, en avant le petit carré blanc.
Là où il y a un croisement haussier entre le MACD et sa ligne signal, ben, vous voyez que l'oscillateur du MACD passe du rouge au vert. Et ici, vous voyez que le MACD croise à la baisse sa moyenne mobile et donc l'oscillateur passe du vert au rouge. Et puis ici, pour finir, le MACD croise à la hausse et donc on voit qu'il passe du rouge au vert. Donc l'oscillateur, donc l'histogramme peut montrer les croisements hein, quand on passe d'une couleur à une autre, mais pas tout, puisque comme on va le voir, vous pouvez regarder plein d'autres choses, hein, la taille, l'espace en fait, la distance entre le MACD et sa ligne signal, mais également pourquoi pas des divergences sur le MACD, etc. etc. Alors partie 2, interprétation et utilisation. Alors les croisements d'abord. Donc il y a deux types de croisements. Donc le premier type de croisement, je vous l'indique ici, c'est lorsque... Alors, donc les deux types de croisements, donc c'est croisement avec la ligne signal ou avec la ligne 0. Alors les croisements avec la ligne signal, qu'est-ce que c'est? Donc je vous les ai identifiés ici par lorsque l'histogramme passe d'une couleur à une autre. Donc en fait, lorsque l'histogramme passe du vert au rouge, ça veut dire que le MACD croise sa ligne signal à la baisse, et lorsque le MACD passe du rouge au vert, ça veut dire que le MACD croise sa ligne signal pardon, à la hausse. Donc là, vous voyez ce que donne comme indication le différent signal. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de prix? Donc, le MACD, c'est la distance entre le prix, la distance entre une moyenne mobile courte et une moyenne mobile plus longue. Quand le MACD croise sa propre moyenne mobile à la baisse. Ça signifie que l'écart moyen, ça vous dit quelque chose, l'écart moyen, bande de Bollinger, ça veut dire que l'écart moyen entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue est en train de se réduire. Donc lorsque il y en a qui, donc vous vous rappelez, je l'ai dit, un des gros problèmes du trading, c'est que les gens prennent les signaux qui sont donnés par les indicateurs et en font des méthodes. Donc lorsque vous tradez le croisement du MACD avec sa propre moyenne mobile, en fait vous tradez une réduction de l'écart moyen des deux moyennes mobiles qui constituent le MACD. Alors, qu'est-ce qui fait que l'écart moyen se réduit entre les deux moyennes mobiles? Ben, c'est un ralentissement du prix. Donc en fait, le croisement est un ralentissement du prix. Par contre, alors ça c'est pour une tendance qui serait baissière. Par contre, pour une tendance haussière, pardon. Par contre, toujours dans une tendance haussière, lorsque cette fois-ci c'est le croisement, le MACD croise à la hausse sa ligne signal, ça veut dire qu'en fait, l'écart moyen entre les deux moyennes mobiles est en train de s'élargir, c'est-à-dire que le prix est en train d'accélérer. Donc, si vous tradez les croisements du MACD avec ses lignes signal, ça veut dire que vous tradez l'écart moyen qui est en train d'accélérer ou de décélérer. Donc, imaginez bien, ça veut dire que vous arrivez quand même vachement en retard, puisque au lieu de regarder l'accélération ou la décélération sur le prix, vous regardez l'accélération et la décélération sur la moyenne du prix. Donc, forcément, ça va donner des indications fortement retardées. Alors là, à titre d'exemple, je vous ai mis par exemple tous les croisements haussiers lorsque le MACD est au-dessus de sa ligne 0. C'est-à-dire lorsque la tendance elle est haussière. Et donc j'ai montré ici tous les croisements. Alors comme on voit, c'est vrai que ça peut donner des indications sur où est-ce qu'on achète, mais à chaque fois ce sont des indications qui sont trop tard. Donc lorsque je vois des fois, bah tiens, mon MACD a croisé à la ligne signal, voilà, en fait vous tradez tout simplement une accélération du prix, mais une accélération du prix qui a été retranscrite via les moyennes mobiles. Donc vraiment quelque chose de très très en retard. Donc vous comprendrez bien ici que l'intérêt du croisement est tout à fait limité. Alors par contre, il y a un autre intérêt que je n'ai pas mis ici pour le croisement. C'est lorsque vous avez une tendance haussière, donc par exemple lorsque le MACD est supérieur à sa ligne 0, et que le MACD croise à la baisse, c'est-à-dire qu'il indique une décélération. Donc c'est le cas, par exemple, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de slide là-dessus, c'est le cas ici, c'est le cas ici, ici,
ici et ici. Donc en fait, qu'est-ce que ça indique? En fait, ça indique les endroits où il commence à y avoir une correction. En fait, ça nous indique les endroits qu'il va falloir surveiller pour acheter. Donc voilà une bonne utilisation des croisements. MACD supérieur à 0. Et lorsque le MACD est supérieur à 0 et que le MACD croise à la baisse, c'est que le prix est en train de faire une correction, comme on l'a vu dans les formations précédentes. Vous vous rappelez, correction, impulsion. Mais là, on l'a là. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, pas mal. Bah ouais, mais sauf que je vous dirais, mais ouvrez les yeux. Les moyennes mobiles, ce qu'on en a étudié dans la leçon sur les moyennes mobiles, bah, vous indique la même chose, regardez. En fait, c'est à chaque fois que vous avez ce qu'on appelait l'imbroglio, vous vous rappelez, les moyennes mobiles. Lorsque le prix pénètre les deux moyennes mobiles, c'est que l'on est dans une correction. Donc vous avez ici une redondance avec les moyennes mobiles. Alors c'est vrai que des fois, les croisements, comme par exemple celui-ci, peuvent donner de magnifiques indications sur un retournement. Le problème, c'est que regardez, ici on a un croisement qui donne une bonne indication et plein de croisements vendeurs qui donnent de mauvaises indications. Ici on a un croisement haussier qui donne une superbe indication, parce qu'après on a une belle tendance haussière. Par contre, ici on avait plein de croisements haussiers qui ne donnaient pas de bonnes indications. Donc ça va être difficile de filtrer tout ça, mais avec un peu de réflexion, on pourrait y penser et on pourrait y réussir. Donc là pareil, regardez, hein, à chaque fois qu'on a un croisement, en fait ici ce sont les zones de faiblesse de la tendance. Alors autre type de croisement, les croisements avec la ligne signal. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça indique uniquement les croisements des moyennes mobiles. Donc je ne vais pas refaire le cours sur les moyennes mobiles. Ça peut nous indiquer donc la tendance si on a décidé d'estimer la tendance via les moyennes mobiles. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Donc comme vous l'avez remarqué, les croisements, c'est pas vraiment ce qu'il y a de très intéressant. Alors regardez ce qui est en train de se dessiner. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle les divergences. Alors que sont les divergences? En fait, c'est le réel intérêt du MACD. Les divergences, c'est tout simplement, comme je vous l'avais indiqué, ce qui permet de voir une décélération, un ralentissement, c'est lorsque les prix montent de moins en moins haut, donc en gros que les angles diminuent. Vous vous rappelez, on en avait parlé sur la leçon avec les lignes de tendance et les canaux. Alors regardez par exemple ici comment va se comporter un MACD. Donc vous avez ici une tendance haussière, d'accord? Et vous avez ici l'angle qui sépare deux sommets. Donc on voit qu'ici on a un angle de 23 degrés et ici on a un angle de 14 degrés. Ça veut dire que l'accélération a été moins forte ici dans cette partie de la tendance que dans celle-ci. Donc si l'accélération est moins forte, ça veut dire que le prix est en train de décélérer. Alors comment en général va se comporter le MACD lorsque le prix décélère? En fait il va diverger. Ça veut dire que le prix lui va faire des hauts de plus en plus hauts. Et regardez ce que va faire le MACD. Il va faire des hauts de plus en plus bas. Regardez, le sommet ici et le sommet ici ne sont pas équitables. Sur le MACD, le sommet est plus bas que le précédent. Alors que sur le prix, le sommet est plus haut que le précédent. Ça indique une différence d'angle, mais pas que, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut également indiquer une différence de temps. Alors, en général, le temps influence également beaucoup l'angle. Mais des fois, on peut avoir un angle qui est supérieur au précédent, mais en fait, le mouvement s'est fait à trop court terme. C'est-à-dire que le mouvement est monté très haut très vite, et ensuite est redescendu tout aussi rapidement et tout aussi violemment. Donc là, l'angle entre les deux sommets serait important, mais ce qui va créer la divergence, c'est le prix est monté trop vite. Donc pour rappel, le MACD indique la distance entre deux moyennes mobiles. Donc c'est-à-dire que si le prix monte trop vite, vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la période de calcul, il faut pour que ça se voit sur les indicateurs que la modification se fasse au moins sur la moitié de la période. Donc si le prix évolue trop vite dans un sens et puis redescend immédiatement dans l'autre, la moyenne mobile ne va pas avoir le temps de réagir. Donc du coup,
l'écart ne va pas augmenter. Il va rester constant ou diminuer. Et du coup, on va avoir une divergence quand même. Donc la divergence peut être causée par une situation de décélération via la pente de l'angle en fait, ou via un problème de temps. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer une différence d'angle? Il y a deux choses qui peuvent provoquer une différence d'angle. Soit que la hausse ici, entre ce point-là et ce point-là, est plus petite que la précédente, soit que la hausse n'est pas plus petite, mais ça va être la baisse qui va être beaucoup plus grande. Donc du coup, une baisse plus grande mais une hausse identique, ça va faire que l'angle va être plus petit. Je ne sais pas si vous voyez bien la chose. Imaginons que les hausses soient identiques. D'accord? Donc hausse, 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 on monte. Et si à un moment donné, la baisse ici devient plus grande, donc on va beaucoup plus baisser et on va faire la même hausse. Donc vous voyez bien que l'écart entre les sommets se réduit. Donc une décélération, ça peut signifier soit un manque d'acheteurs, soit un peu trop de vendeurs. En gros, ça peut indiquer un retournement de la situation. Là, on voit la divergence entre les deux sommets. J'avais oublié de jouer l'animation. Alors, il y a ce qu'on appelle deux types de divergences. Les divergences cachées et les divergences standards. Bon, les divergences cachées, autant vous dire qu'on s'en fout un peu. Alors, les divergences standards, je vais vous en montrer quelques-unes ici. Donc là, par exemple, on a, entre ces deux sommets, une hausse. Par contre, on le voit déjà à l'œil nu, la hausse est quand même moins impressionnante que les hausses précédentes. Et la baisse, surtout, a duré beaucoup plus de temps que les baisses précédentes. Donc ça, c'est quasiment obligatoire, ça va créer une divergence. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque sur la MACD? On remarque effectivement que entre les deux sommets qui correspondent à ces deux sommets-là, on a eu une baisse. Alors la question, c'est quel sommet et quel creux regarder? Ça, vous le savez déjà. Les sommets et les creux qu'on regarde, je vous ai indiqué la technique pour repérer les sommets et les creux. Donc là, les sommets et les creux en fait que je vais regarder, ce sont tout simplement ceux que j'ai mis en évidence via la méthodologie que je vous ai expliquée la dernière fois. Après, il y a d'autres méthodologies. On peut se baser également sur le MACD. En fait, on regarde lorsque le MACD croise sa ligne signal, c'est ce qui crée les sommets et les creux également. Enfin, ça peut être une indication de sommet et de creux. Donc là, on a une divergence, ça veut dire que le prix est en train de décélérer. Alors attention, comme vous le voyez ici, la divergence n'est pas tout le temps signification de retournement de tendance. C'est une décélération. Et une décélération peut être soit faire naître une correction, c'est-à-dire un marché qui va ensuite baisser dans le cas d'une tendance haussière, soit une inversion effectivement. Donc on a les deux cas qui peuvent se présenter. Donc ne pensez pas que la divergence est un outil qui montre les retournements de mouvement. Non, c'est un outil qui montre les décélérations du mouvement. Et à partir d'une décélération, c'est soit on a une correction, soit on a un retournement, soit rien du tout. Des fois on a des décélérations, comme on va le voir après, mais qui sont de très courte durée. Et puis juste après, le marché, boum, il réaccélère. Et donc il casse la divergence. C'est ce qu'on appelle les fameux contre-signaux. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'un contre-signal, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez une indication, par un indicateur par exemple, ou pas forcément, et que tout d'un coup, ce signal s'invalide. C'est ce qu'on appelle un contre-signal. C'est aussi puissant que l'indication du signal, voire plus. Ça veut dire tout simplement que ce qu'on vous a indiqué a changé d'état. Donc là, si on a une décélération et que finalement le prix continue de monter, c'est qu'on a à nouveau une accélération. Donc on a le contre-signal, qui peut être également un signal du coup. Alors autre divergence, regardez ici, le sommet, alors là on a même une sorte d'épaule-tête-épaule. Donc là le sommet fait 3 sommets, alors il y en a un qui est légèrement plus haut que le précédent, donc on voit que ça va forcément faire une divergence. Et l'autre qui est quasiment sur le même niveau de prix. Donc là pareil, là on a plusieurs divergences à la suite les unes des autres. Regardez les deux premiers sommets, on a déjà une divergence. Et avec le troisième sommet, on a également une divergence. Donc plus on a de divergence, et plus ça veut dire qu'on a vraiment une zone de résistance. Donc là par contre, contrairement à tout à l'heure, là on a quoi? On a un signal de retournement. Alors quelle est la différence entre les deux? On n'en a aucune. Aucun moyen à l'avance de savoir lequel des deux va créer le retournement ou pas. Alors maintenant, encore une fois, avec beaucoup de recul et un peu de réflexion, on aurait pu savoir peut-être lequel des deux est le plus susceptible de faire un retournement. Mais pour ça, là on ne peut pas le voir sur ce graphique, il faudrait regarder ce qui se passe sur les autres unités de temps. Peut-être que tout en haut c'était une zone de résistance en journalière,
peut-être, parce que là je crois que c'est un graphique 1 heure, peut-être que c'était, même 30, peut-être que c'était, on était sur un sommet en construction en H4, etc. Donc le fait de regarder les différentes unités de temps, comme on va l'expliquer tout à l'heure, enfin plus tard dans la formation sur le multi-time frame, donne de sublimes, de superbes indications sur le potentiel début, le potentiel fin d'un mouvement. Donc quand on a une divergence sur un niveau de support résistance sur des unités de temps supérieures, ça veut dire que le marché réagit favorablement au niveau de support résistance. D'accord? Donc par exemple, ici, imaginons qu'on avait une résistance en journalier. Peut-être parce qu'on était en haut d'un range. Là, le graphique il ressemble beaucoup à ce qu'on aurait dans un range. Donc imaginons qu'on est en range au-dessus et qu'on arrive dans la zone supérieure du range. Là, on veut savoir si le marché va réagir ou pas. On voit qu'il y a des divergences. Ça veut dire que le marché, à l'approche du support de la résistance, est en train de décélérer. Et donc peut-être on pourrait chercher des signaux de trading. Donc après, on peut regarder le chartisme, etc. etc. Hein, là, on a différents trucs. Hein. Là, on a une figure de compression. On a deux figures de compression suite à tout ça. On a même une figure d'expansion. Enfin, hein, si on regarde un peu, là, on a la divergence et on a une compression. Là, pareil. Une compression ici. Même une figure d'expansion. On a le triple top, etc., etc. Et puis vous avez des cassures de canaux également. Enfin bref, ça, je vous laisse mettre de vous-même et pensez-y à tout ça. Hein, essayez d'utiliser votre esprit critique. Alors, autre divergence que l'on a, voilà, ici, exemple d'une divergence avec un contre-signal. Donc on a une divergence, on a bien des sommets plus bas que les précédents, par contre, et le MACD fait bien un sommet plus haut que le précédent. Le souci, c'est que juste après, le marché s'effondre. Donc là, on a un contre-signal, ça veut dire que le marché, suite à une petite décélération, est en train de réaccélérer. Donc, ceux qui se positionneraient... En fait, quand on a la divergence, ça veut dire qu'il faut... quand on réfléchit intelligemment, ça veut dire qu'il faut arrêter d'acheter ou de vendre. Donc, par exemple, là, on a un marché qui est vendeur, qui est baissier, parce que le MACD, il est négatif. De toute façon, on voit hein, les moyennes mobiles, le croisement indique la baisse. Donc, ici, par exemple, on pourrait dire, on a, alors on n'est pas obligé d'utiliser ces moyennes mobiles là, hein, mais on a un marché qui est baissier et on a une divergence. Ça veut dire que ma baisse est en train de ralentir. Donc, si j'ai des signaux vendeurs, il vaut mieux que je cherche des signaux vendeurs donc dans des plus petites unités de temps, par exemple si c'est du H1, je crois. Donc, peut-être la garder en M5 et d'essayer, ou M1, et d'essayer de chercher des signaux vendeurs dans cette partie-là. Par contre, dès qu'on commence à faire une divergence, il faut arrêter de chercher des signaux vendeurs, parce que ça veut dire que le marché est en correction. Là, pareil, tout à l'heure, on avait peut-être, si on prend des moyennes mobiles un peu plus grandes, on avait peut-être un marché haussier. Hein, et le marché était clairement haussier de toute façon quand tu utilises le système avec les 3 moyennes mobiles. Donc là, ça voulait dire qu'en fait, à partir du moment où on a la divergence, c'est-à-dire à partir d'ici, il faut arrêter de chercher des signaux acheteurs. Il faut plutôt attendre qu'on ait un retour, hein, via le chartisme par exemple, de la tendance haussière, pour recommencer à chercher des signaux acheteurs. Pour rappeler, on avait dit par exemple de chercher des signaux acheteurs quand on avait des croisements. Donc, par exemple, on peut en chercher un ici, là on a un autre croisement, donc on pourra en chercher un ici. Là par contre, après on a une divergence à partir de là. Donc à partir d'ici, il faut arrêter de chercher les signaux acheteurs. D'accord? Donc on a du coup ici une utilisation qui est vraiment bien, puisque on peut avoir une indication de la tendance via les moyennes mobiles. Et par contre, ce que l'on n'avait pas avec les moyennes mobiles, c'était les ralentissements. Alors oui, on avait quelques ralentissements, mais c'était pas très précis. Là, du coup, avec les divergences du MACD, on voit vraiment les ralentissements et donc les potentiels débuts de correction, les potentiels retournements. Et donc on va savoir que la stratégie qu'on est en train d'utiliser doit être changée. Hein, par exemple, si vous faisiez votre fameux suivi de tendance, hein, une stratégie où vous suivez les marchés, et que vous rentrez sur des plus petites unités de temps que celles où vous détectez la tendance, qui est fortement recommandée, vous savez quand est-ce qu'il faudra arrêter votre stratégie. Alors autre divergence également ici qui marche très bien par contre, là on voit, on a une sorte de, on a plein de petites divergences en fait. Parce que là regardez, là ça monte ici, et ici ça descend. Hein, c'est bien ça. Alors attendez, qu'on soit précis. Celui-ci, alors lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Enfin c'est ça, lui, c'est lui, voilà. Donc là regardez, rien qu'ici, on a une première divergence, d'accord? Donc ça veut dire que le prix peut faire une correction. Donc il va falloir éviter de continuer à vendre. Bon, effectivement, après on a une grosse correction, voire même une inversion de la tendance. Après ici pareil, entre ces deux creux, regardez,
on a une grosse divergence. Et le marché après remonte. Parce qu'en fait, c'est une décélération de la tendance baissière ou une accélération de la tendance haussière. On peut voir ça également comme ça. Alors pareil, peut-être qu'en bas on était sur une zone de support de résistance et puis voilà. Ensuite, on a ici pareil une tendance haussière et on a tout là-haut une divergence qui crée ensuite une tendance baissière. Alors, la divergence donc, peut être utilisée en tant qu'analyse de la force du mouvement, mais également en tant que signal. Imaginez que vous vouliez vendre le marché et que vous regardez sur plusieurs unités de temps au-dessus et que vous constatez qu'en fait, ce soit une correction, en fait, que toute cette partie-là soit une correction. Donc vous voulez vendre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre pour estimer la fin de la correction. Vous allez regarder une unité de temps beaucoup plus petite et vous allez chercher la divergence. Et quand vous avez la divergence, c'est-à-dire en gros à partir d'ici, hop, petite figure, on attend que ça casse. Ou alors on regarde les bandes de bol, on attend que ça casse et on vend. Tout simplement. Alors pour ne citer personne, par exemple, il y en a qui vendent ce genre de stratégie. Il y a une école de formation qui est assez connue. Leur méthode c'est ça, c'est suivi de tendance, divergence, on vend. Ou on achète selon le sens de la divergence. Alors c'est pas une mauvaise école non plus, c'est un de nos concurrents certes, mais on sait comment ils traitent, quelque chose de très classique, suivi de tendance, divergence. Et ça marche très bien. Nous aussi, une de nos méthodologies, c'est de faire ça. Alors c'est un de nos outils. Bon, maintenant on utilise d'autres outils que la divergence, qui indiquent également une divergence, mais de manière beaucoup plus précoce et beaucoup plus puissante. Donc voilà, des utilisations de la divergence. Et là pareil, une dernière divergence, on voit ici qu'il est en train de se former une divergence haussière puisque le marché fait des plus bas, alors que le MACD, non. Autre exemple de divergence. Ici, une divergence haussière, qui nous indique donc pareil, une possible correction ou un retournement. Alors après, ça dépend de l'unité de temps sur lesquelles on va les regarder. Si on regarde sur des plus petites unités de temps, les divergences peuvent nous montrer des corrections et à court terme. Et les plus grosses divergences, comme sur ce genre d'unité de temps, peuvent nous montrer donc d'éventuels retournements. Alors, j'ai indiqué également qu'on pouvait regarder l'oscillateur du MACD. Alors, l'oscillateur du MACD, par exemple, quand il fait une divergence par rapport à son MACD, ça veut également dire qu'une correction est en train de se mettre en place. D'accord, regardez. Là, on passe d'une baisse à une baisse. Bon, là, on passe d'ici. Regardez là. Le MACD descend. Lui, il monte. Ici, c'est pareil. Le MACD monte. Et lui, il descend. D'accord, donc vous avez des indications également à court terme. Les divergences de l'oscillateur par rapport à MACD sont également de bonnes indications du ralentissement du mouvement. Alors là, on a une plus grosse divergence, par exemple. Le marché a continué à baisser, mais le prix, lui, est monté. Là également, une autre divergence. Le prix monte, le MACD descend. Et entre-temps, pareil, on a eu quelques indications d'éventuelles corrections. Regardez. Ici, le MACD monte. L'oscillateur du MACD descend. Donc à partir de là, on sait que, attention, il y a peut-être une faiblesse à court terme du marché. Ensuite, là, ça monte. Donc là, le MACD, l'oscillateur monte. Donc là, il ne nous indique pas forcément de faiblesse, mais là, pareil. Bon, après, c'est la différence du MACD avec le prix. Alors, une autre longue divergence, celle-là. Le prix a quand même continué à monter, le MACD a continué à faire des divergences. Donc des fois, une divergence ne suffit pas, il y en a une, deux, trois qui viennent se greffer. Encore une divergence en cours. Donc là, par exemple, puisqu'on a l'exemple, comment est-ce qu'on traiterait ça? Là, on est vendeur.
Donc à ce moment-là, je vois une divergence, je commence à prendre mes bénéfices sur mes positions. Et j'attends quoi? J'attends deux événements. Le premier auquel je m'attends, c'est que le marché monte. Et quand le marché aura monté, je vais essayer donc de le vendre quand il redescendra. Comment est-ce que je vais le vendre? Je vais aller voir sur un marché plus petit. Donc par exemple ici, ce serait du H1 ou du H4. Donc je vais aller voir sur du M5 et je vais regarder, je vais étudier la hausse en M5 et je vais chercher les divergences. Et je vendrai la divergence M5 dans le sens de la tendance H1 par exemple. Ou alors, je vais regarder une figure de compression ici directement en H1 et je prendrai la vente ou je regarderai ou autre chose, peu importe. Ou alors j'attendrai le contre-signal, c'est-à-dire que je regarde quel est le dernier plus bas et si ce plus bas est tout d'un coup cassé violemment, ça sera le contre-signal. D'accord? Plein de petites utilisations et ça je vous laisserai réfléchir par vous-même et en trouver pas mal. Alors, d'autres divergences. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui explique les divergences standards? Donc regardez ces 4 zones et regardez le MACD. Donc là, je peins la distance entre le MACD et le prix. Entre les deux moyennes mobiles, pardon, désolé. Donc comme on le voit, lorsque la distance s'écarte, le MACD lui continue à faire des plus bas. Et à partir du moment où la distance se réduit, le MACD commence à faire des plus hauts. Donc c'est ça une divergence. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence? C'est donc un ralentissement, un peu comme le croisement de la moyenne mobile. Sauf que le moyenne mobile, c'est quoi? Le croisement de la moyenne mobile, pardon, c'est quoi? C'est un ralentissement des écarts de la moyenne mobile à court terme, de la moyenne des écarts. D'accord? Donc en gros, c'est un ralentissement sur une courte période. La divergence montre le ralentissement des swings. C'est complètement différent. Qu'est-ce que c'est qu'un swing? En fait, c'est les impulsions. En fait, les divergences montrent les différences d'impulsion. Regardez, là on a impulsion, correction. Cette impulsion-là, elle crée cette distance. Ensuite, on a une impulsion qui est beaucoup plus rapide. On descend encore plus bas sur la MACD. Et puis, surtout, regardez, les hausses sont très limitées. Alors, regardez, la correction ici est très petite par rapport à celle-là qui était beaucoup plus longue. Ensuite, grosse impulsion. Le MACD descend encore. Petite correction. Impulsion de petite durée par rapport aux précédentes et plus grande correction. Et ça y est, on a la divergence. Autre exemple ici. Regardez, je colorie. Vous voyez, c'est ça qui crée la divergence. Donc là, on a bien, hop, une divergence standard. Donc voilà, maintenant vous savez ce que sont les divergences, ce qu'elles indiquent et comment est-ce qu'on pourrait les interpréter. Alors, les divergences, il y en a un autre type qu'on appelle les divergences cachées, mais elles sont moins intéressantes puisqu'elles ne servent à rien tout simplement et qu'elles ont une nature extrêmement redondante par rapport à tous les autres outils, donc elles ne seront pas étudiées et je vous déconseille de perdre votre temps là-dessus. Les divergences peuvent être étudiées sur l'oscillateur également du MACD, comme je vous l'ai indiqué. Donc là, on regarderait plutôt les divergences à court terme de l'évolution du MACD. Les divergences peuvent être un outil redoutable si elles sont correctement utilisées. Et comme on avait dit dans la partie avancée, donc c'est-à-dire dans la formation swing, on vous présente une technique basée sur la divergence. Alors vous en avez un petit peu parlé, il y a 2-3 trucs bien évidemment à prendre en considération. Donc voilà, la divergence et son utilisation, c'est un outil que vous retrouverez dans la formation Swing Trading de DM Trading. Alors on va s'intéresser maintenant aux oscillateurs bornés, CCI, stochastique et RSI.